8 novembre 2016, les États-Unis d'Amérique se déchirent comme rarement auparavant. Suite à l'annonce des résultats et l'élection de Donald Trump, un contraste saisissant se dessine. D'un côté, une extasie pleine de joie et d'espoir accueille chaleureusement cette nouvelle inespérée. De l'autre, des larmes de haine et des cris de désespoir accompagnent une angoisse poignante. Rarement les États-Unis ont été aussi divisés. Les médias américains sont couverts d'hyperboles. Les uns voient enfin la lumière au bout du tunnel. Les autres annoncent le pire et s'arment déjà pour une lutte de tous les instants. Et pendant ce temps, les études sociologiques le confirment. Les Américains se sont de plus en plus polarisés. Ils se sont complètement isolés dans l'un des deux camps politiques. La marijuana contre la religion, la gay pride contre la sainteté du mariage, l'avortement contre la vie, les aides à l'international contre le protectionnisme, les écologistes contre le développement économique, l'interdiction des armes contre la liberté de les posséder, les hippies contre les conservateurs, l'égalité contre la sécurité, la redistribution des richesses contre la réduction des charges sur les entreprises, le progrès contre les traditions, les villes contre les campagnes. Il y a de bonnes chances que vous vous trouviez systématiquement du même côté du débat. N'est-ce pas étrange? Comment se fait-il que chacun d'entre nous n'arrive pas à avoir une opinion plus mixte sur tous ces sujets de société divers et variés? Comment se fait-il qu'à partir de une ou deux réponses à ces questions, les économistes sont souvent capables de prédire nos réponses aux autres questions? Je sais ce que vous vous dites. Vous vous dites que tous les gens dans l'autre camp sont tous stupides, que votre camp est le bon camp, que vous avez raison. Mais comment se fait-il que des gens stupides de l'autre camp soient tous d'accord sur des sujets de société aussi divers et variés? Comment se fait-il que des gens stupides n'aient pas des opinions plus mixtes et plus aléatoires? Et puis, êtes-vous sûr que les gens de votre camp sont tous plus intelligents que ceux du camp opposé? C'est loin d'être évident. Le niveau d'éducation, notamment une fois contrôlé vis-à-vis de facteurs de confusion comme la pression des pairs, en tout cas dans le cas de l'élection de Trump aux États-Unis, est loin d'être un si bon prédicateur de la position idéologique. Et puis, après tout, l'histoire des sciences et de la philosophie montre que des gens très éduqués se retrouvent sur un spectre idéologique très étendu. À l'instar de ce qui se passe aux États-Unis, quelque chose semble diviser toutes les sociétés démocratiques plus que jamais. Et les chiffres qui révèlent cette fracture idéologique sont effrayants. Au cours des 10 dernières années, les Américains se sont de plus en plus polarisés, sous le mandat d'un Barack Obama qui disait pourtant vouloir les unifier. There is not a liberal America and a conservative America. There is the United States of America. Sur des questions typiques du débat républicain versus démocrate, les réponses des Américains sont de plus en plus systématiquement celles du parti avec lequel ils s'identifient. Et cette scission croissante des idéologies politiques est encore plus marquée chez ceux qui sont politiquement actifs. Les différences géographiques se sont aussi accentuées. Les newsfeeds se sont radicalisés. Désormais, la très grande majorité des comtés sont très nettement remportés, que ce soit par un démocrate ou un républicain. Pire encore, l'opinion d'un camp au sujet de l'autre s'est profondément aggravée. Aujourd'hui, 45% des républicains pensent que l'idéologie démocrate est une menace à l'avenir des États-Unis, tandis que 41% des démocrates pensent que l'idéologie républicaine est dangereuse et l'accession au pouvoir de Donald Trump ne semble qu'amplifier cette scission idéologique nationale jour après jour. À tel point qu'aujourd'hui, c'est cette scission idéologique grandissante qui m'inquiète le plus. Je dirais même qu'il s'agit de l'une de mes plus grandes inquiétudes pour le futur de l'humanité. Je la trouve même peut-être plus préoccupante que les pires idéologies des hommes politiques. Mais mettons mes tourments de côté et posons-nous l'une des questions les plus fascinantes qui soit. Pourquoi est-ce que les gens pensent ce qu'ils pensent? Et en particulier, pourquoi est-ce qu'ils se sont polarisés comme ce fut le cas? Et surtout, que doit-on faire pour dépolariser les convictions politiques? Il s'agit là de vastes questions. On peut mentionner en vrac les biais de confirmation, la pression des pairs, l'heuristique de disponibilité, le plaisir de l'aisance cognitive et tout plein d'autres erreurs logiques dont nos crétins de cerveau sont constamment victimes.
Mais en tant que théoricien des jeux, ce qui m'intéresse, ce sont les causes systémiques. En particulier, j'aimerais savoir si modifier la structuration de nos sociétés pourrait conduire à des résultats différents. Et là, bien sûr, il y a le phénomène des filter bubbles et des épidémies idéologiques dont on parlera dans des prochains épisodes. Mais pour aujourd'hui, j'aimerais avancer une explication qui n'est que trop peu avancée à mon goût. J'affirme que c'est notre système démocratique lui-même qui conduit inéluctablement à la bipolarisation idéologique de notre société. Et pour comprendre pourquoi, revenons en 2002. Voici notre estimation. C'est un tremblement de terre qui secoue la France. On est le 21 avril 2002. À la suite du premier tour de l'élection présidentielle, la gauche de Lionel Jospin s'est fait éliminer par le Front National de Jean-Marie Le Pen. Jospin, humilié par cet échec monstrueux, annonce la fin de sa carrière politique le soir même. Et j'en tire les conclusions en me retirant de la vie politique après la fin de l'élection présidentielle. Au second tour, le taux de votants augmente de plus de 10% et Jacques Chirac deviendra président à une très large majorité. Mais pourquoi Jospin s'est-il fait éliminer au premier tour ? Eh bien, c'est parce qu'il était donné favori. Parce que Jospin était favori et que personne ne doutait de sa présence au second tour, la gauche s'est divisée. Cette année-là, les candidats de gauche étaient très nombreux. Mais surtout, les électeurs de gauche ont éparpillé leur vote. L'extrême gauche, en particulier, a connu des résultats inhabituellement élevés. Et c'est là que réside le paradoxe tragique de notre système électoral. En se présentant ou en votant ce qu'ils voulaient voter, les candidats et électeurs de gauche se sont auto-poignardés en favorisant l'issue qui leur déplaît le plus, à savoir l'absence d'un candidat de gauche au second tour. Et c'est pour ça que l'on a désormais des primaires dans les deux grands partis politiques d'aujourd'hui. C'est pour éviter l'éparpillement des voix qu'a subi la gauche en 2002. Ces primaires sont devenues tellement courantes de nos jours qu'on ne se pose même plus la question de leur légitimité, de leur pertinence ou de leur raison d'être dans nos systèmes démocratiques. Tout comme on ne questionne plus vraiment le fait qu'il n'y ait que deux grands partis politiques. Pourtant, il est là le problème de notre système démocratique. Parce qu'il n'y a que deux camps politiques, on est poussé à choisir l'un de ces deux camps. Et si cela n'est encore qu'à moitié vrai en France, outre-Atlantique, c'est on ne peut plus le cas. Et si c'est encore plus le cas là-bas qu'ici, ce n'est pas parce que les Américains sont plus idiots, c'est parce que leur système les pousse davantage à se diviser en deux camps politiques disjoints. Le vrai système de vote américain est d'une complexité atroce et d'un arbitraire désastreux. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en première approximation, on peut voir qu'il s'agit d'une élection à un tour. Et vous voyez le problème avec l'élection à un tour ? L'éparpillement des voix est un problème bien plus immédiat. Ainsi, le jour où la démocrate Hillary Clinton devint candidate à la présidentielle de 2016 fut le jour où les idées du démocrate Bernie Sanders furent tuées dans l'œuf. Pour commencer, si Sanders se présentait à son tour, il volerait des voix à Clinton et garantirait quasiment immédiatement l'élection de Trump. Comme Sanders était idéologiquement plus proche de Clinton que de Trump, il avait donc tout intérêt à ne pas se présenter. Plus généralement, une fois qu'il y a deux candidats importants, tout citoyen a intérêt à ne pas se présenter, puisqu'en se présentant, il défavorise le candidat dont il est le plus proche et favorise celui qu'il ne veut absolument pas voir être élu. On dit que nos scrutins sont dépendants aux alternatives non pertinentes, puisque la présence d'un candidat alternatif, ici Bernie Sanders, va affecter l'issue du vote. Et cette dépendance aux alternatives non pertinentes est un fléau très problématique. À cause de cela, un scrutin à un tour, encore plus qu'un système à deux tours, conduit inéluctablement à un bipartisme et force chaque citoyen à choisir un camp parmi deux. En fait, c'est même pire que cela. Pour éviter l'élection de Trump, Sanders a tout intérêt à vanter tous les mérites du programme de Clinton, même ceux avec lesquels il est en désaccord. Et c'est pour ça que les idées se polarisent tant dans nos systèmes démocratiques. Parce qu'on est inéluctablement dans une élection à deux camps, tout citoyen a intérêt à annoncer son adhésion complète à l'un des deux camps, même s'il ne préfère en fait que très légèrement un camp à l'autre. Et derrière cela, on retrouve tout le problème du dilemme du vote
utile. Dans nos systèmes démocratiques, il n'y a la place que pour 2 courants de pensée et vous avez tout intérêt à choisir le vôtre. Pire encore, une fois votre camp choisi, vous avez tout intérêt à vanter tous les aspects de votre camp. Et ça conduit inéluctablement à une bipolarisation croissante des idéologies politiques qui poussent vers les extrêmes. C'est pour ça que je pense qu'il est urgent et critique de considérer des systèmes démocratiques alternatifs, des systèmes qui ne favorisent pas, ou en tout cas favorisent moins, le bipartisme. Et la clé pour ce faire est de construire des scrutins qui sont indépendants aux alternatives non pertinentes et qui ferment la porte au dilemme du vote utile. Et comme on le verra dans des prochains épisodes, ces 5 grades des mathématiques de la démocratie existent. Il me paraît urgent de les adopter aussi tôt que possible pour éviter un futur où nos sociétés se déchireront de plus en plus. C'est l'avenir de l'humanité qui est en jeu. La dernière fois, on a lancé cette série sur la démocratie avec un épisode où j'ai montré comment le choix d'un scrutin pouvait complètement déterminer l'issue du vote. Cet épisode a été super bien reçu et ça me fait super plaisir de voir que vous êtes tout aussi excités que moi par cette nouvelle série de vidéos. Guillaume Contin nous fait la remarque qu'avec les agendas, on pouvait élire en fait tout le monde dans le scrutin. Et en effet, d'ailleurs, je vous invite à essayer de le prouver, que pour tout candidat, il existe un agenda qui fait gagner ce candidat. Je tiens quand même à signaler qu'il y a quand même un truc assez génial dans la vidéo précédente, j'étais tout fier quand j'ai écrit l'épisode que tout se combinait parfaitement, qui est le fait que non seulement on a trouvé un scrutin qui élit Harvey, mais en plus on a trouvé une façon d'amener ce scrutin de façon ultra naturelle qui donne pas du tout l'impression que Jessica a choisi le scrutin en question pour faire élire Harvey. Et c'était vraiment ça le génie de Mesquita dans son bouquin quand il a réussi à trouver ce système de vote. Et à titre personnel, quand j'ai adapté son exemple pour la vidéo précédente, j'étais tout fier que tout se combinait parfaitement avec les arguments du sexisme et tout ça. Je trouve que ça a fait une très belle histoire. Donc, bref, j'étais assez fier de mon coup. Christophe Pirouette nous dit qu'il faudrait sans doute enseigner cela aux générations futures. En effet, je pense que la théorie des systèmes de vote, notamment ces petits jeux-là qui sont très faciles à comprendre, c'est une très très bonne approche aux mathématiques, déjà quelque chose de très concret, très ludique également, et qui fait réfléchir quand on commence à se poser des questions. Par exemple, essayer de prouver que tout le monde pouvait être élu par agenda dans ces scrutins précédents, ça commence à ressembler à une démonstration mathématique petit à petit, et il y a des grosses mathématiques qui se cachent derrière tout ça. Donc oui, je serais carrément pour enseigner en tout cas quelques idées derrière la théorie des systèmes de vote et la théorie des jeux en général aux enfants dès leur plus jeune âge. Je pense que ça leur parlera un peu plus que la trigonométrie. James Lehman se pose la question de savoir est-ce que c'est une bonne idée d'être neutre dans ses vidéos. Notamment, je suis sûr qu'il y en a pas mal parmi vous qui se disent « Ah, il a pas dit de mal de Trump, c'est inadmissible, je sais pas trop, quelque chose comme ça ». Donc je tiens d'ailleurs à le dire à voix haute, je l'écrirai aussi dans les commentaires, mais je supprimerai tous les commentaires qui font référence à l'actualité ou qui mentionnent un candidat à la présidentielle et prend parti pour un des candidats. Je vous autorise à parler des candidats, notamment de Trump ou je sais pas trop quoi, pour analyser de façon assez neutre ce qui s'est passé ou des choses comme ça. Mais dès que vous prenez parti, que ce soit pro ou anti-Trump, ce sera supprimé des commentaires. J'ai envie vraiment qu'on ait une discussion sur les systèmes politiques et non pas sur les personnalités de la politique ou quoi que ce soit. L'objectif n'est pas du tout d'être impartial parce que ces vidéos ne sont pas du tout impartiales. Je suis totalement partial. Par exemple, je suis contre le scrutin à un tour, je suis contre le scrutin à 2 tours. Je suis pas du tout impartial. Faut pas du tout croire que je suis impartial. Mon gros problème aujourd'hui avec la politique, ce n'est pas les idéologies des uns et des autres, c'est le fait que ça divise. En tout cas, c'est une de mes plus grosses inquiétudes et c'est vraiment un des trucs contre lesquels je vais essayer de lutter dans ces vidéos. J'ai envie qu'on soit un peu moins à se diviser, qu'on essaie de mieux comprendre les avis des uns et des autres. Et je justifierai d'ailleurs pourquoi est-ce que prendre une position aussi neutre que possible est sans doute la meilleure façon de faire en utilisant des arguments venant de la théorie des jeux. Notamment, comme le dit IRHZ, je vais déjà avoir sans doute beaucoup de trolls dans mes commentaires. J'ai pas envie qu'il y ait des trolls en plus
qui essaieraient de troller vis-à-vis de trucs qui ne sont pas le cœur du message de mes vidéos. Hey, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. La prochaine fois, on va parler de théorème d'impossibilité des mathématiques de la démocratie. Comme beaucoup l'ont fait remarquer dans les commentaires de la vidéo précédente, il y a déjà eu d'excellentes vidéos de sciences étonnantes, de la statistique à expliquer à mon chat sur ces histoires de système de vote et je vous recommande fortement d'aller les voir. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude de Sense for All et qui ont des inquiétudes par rapport à ça, vous inquiétez pas, on va parler de pas mal de choses dont ils n'ont pas parlé. Donc ne vous inquiétez pas, ça va pas être ultra redondant par rapport à ce qui sont dit. Déjà, je pense que cette vidéo-là vous a montré que j'ai abordé quand même les choses d'une façon assez différente de la manière dont ils ont abordé leur propre vidéo. J'en profite aussi pour vous recommander très fortement les 2 vidéos que j'ai mis en lien. La vidéo de CGP Grey sur First Past the Post, pourquoi le scrutin à un tour c'est un mauvais système. Et je vous conseille aussi la vidéo de The Good Stuff qui explique vraiment que les statistiques montrent que les États-Unis sont plus divisés que jamais. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à la liker, à la commenter, à la partager, pensez à vous abonner pour ne pas manquer les futurs épisodes. Merci aux tipeurs pour leurs dons et j'espère que je vous verrai la prochaine fois. The second problem with First Past the Post is that, given enough time, it results in an inevitable, unavoidable two-party system. What's even more alarming, though, is that the same study found that 45% of Republicans and 41% of Democrats actually see the other side as a threat to the nation's well-being.